Bonsoir et bienvenue dans votre émission Deux mots, toilettage institutionnel, une expression qui fait débat. Il s'agit d'une proposition de loi conjointement menée par le sénateur Tani et le conseil départemental, du moins la majorité. Pourquoi autant de polémiques? Y a-t-il un danger statutaire? Si oui, lequel? Élément de réponse avec nos invités ce soir, Estelle Youssoufa du collectif. Bonsoir et bienvenue. Merci. À vos côtés, nous avons Zaïdou Bamana, journaliste et consultant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. En face de vous, nous avons Ahmed Atoumani Douchina, ancien président du conseil départemental et conseiller départemental de Kani, la commune de Bouini. Oui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et Ibrahim Bouanahiri, ancien maire de Tingoni. Et bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je voulais vous chercher notre titre, mais je n'ai pas pu. J'ai le titre de cadre du MDM aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, d'abord, je commence avec vous, Ahmed Atoumani Douchina. Est-ce que cette démarche institutionnelle était nécessaire? Moi, personnellement, j'étais de ceux qui pensaient que ce n'était pas nécessaire, mais vraiment, à bien réfléchir, en regardant la réalité, je suis de ceux qui pensent que c'est nécessaire. Pourquoi? Est-ce que maintenant je peux le développer? Je regarde d'abord par rapport au passé. Mayotte a connu beaucoup d'évolutions. Et pour ne citer que 4 ou 5 exemples, de 1941 à 1947, on est passé de colonie à un autre statut. 47-46, on était colonie de Mayotte. De 46 à 76, on est passé de colonie à territoire d'outre-mer des Comores. De 1976 à 2001, on est passé collectivité sui generis, collectivité territoriale de Mayotte. De 2001 à 2011, on est passé collectivité départementale. Vraiment, une antichambre, la départementalisation. Et puis maintenant, 2011, actuellement, nous sommes département de Mayotte. Et personnellement, hormis la polémique sur les terres, je crois qu'on ne peut pas rester sur un statut figé, de toute façon qu'on le veuille ou non. Des fois, les Maoris ne peuvent pas toujours avoir ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils ne veulent pas, des fois, c'est imposé par les gouvernants. On aura l'occasion d'y revenir, Monsieur le Président. Ibrahim Bouanahiri, la même question. Est-ce que c'était nécessaire, en 2014, encore une fois, de retoucher l'état statutaire de l'île? Nécessaire ou pas, je pense que le président Douchina vient de rappeler les différentes dates, les différentes évolutions statutaires de Mayotte, mais je pense qu'à chaque fois, on est passé par la case consultation. Donc, j'aurais bien aimé que cette fois-ci, on passe à la même case, c'est-à-dire qu'on consulte la population, que la population puisse s'exprimer. Pourquoi je dis ça? Ma peur vient du fait qu'il s'agit d'une proposition de loi pour changer le statut de Mayotte. Bon, aujourd'hui, ça va dans le sens où certains élus le veulent, mais qui dit que demain, un autre parlementaire, pro-comorien ou tout simplement un ami des autres îles, ne dépose une autre proposition de loi allant dans le sens de sortir de Mayotte dans le giron français? Comme on est en train d'ouvrir une porte qu'on risque de ne plus pouvoir la fermer plus tard. Donc, mon souci est là. Moi, j'aurais bien aimé. En fait, moi, je pense qu'à chaque fois qu'on va dans le sens de changement de statut, qu'on consulte la population, que la population, en fait, que le débat soit mis sur la table, qu'il soit beaucoup plus large pour que tout le monde puisse s'exprimer en bonne conscience. Donc, Zaïdou Bamana, est-ce qu'on peut parler vraiment de changement de statut? Parce qu'Ibrahim Bouanahiri a laissé entendre qu'il s'agit d'un changement de statut. Est-ce qu'on peut le qualifier ainsi? Je ne le pense pas. Vous l'avez dit vous-même, c'est l'intitulé de l'émission. Vous avez dit toilettage institutionnel. C'est-à-dire que nous avons le cadre, nous avons le statut. Et donc, on peut choisir le terme. Toilettage, aménagement, évolution, ou tout ce que vous voulez. Mais ce qui est important, c'est que le processus est légal. L'évolution institutionnelle ou l'aménagement institutionnel était prévu par la loi sur la départementalisation de 2010. Et donc, nous sommes en train de parachever un statut pour plusieurs raisons, mais nous allons en parler.
Pour une simple raison, c'est parce que la mise en place de l'Assemblée unique était prescrite déjà par la loi statutaire. Nous devions être la première Assemblée unique exerçant les compétences régionales et départementales. Ça n'a pas été fait dans les temps, pour X raisons, on en parlera. Et donc, aujourd'hui, il est nécessaire de procéder à ce remaniement statutaire, en quelque sorte. Deux choses me paraissent importantes. C'est donc l'Assemblée unique à mettre en place, mais surtout préfigurer ou configurer l'échelon régional, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire aussi bien les financements que toutes les commodités administratives. Alors Estelle Youssoufa, une première réaction justement concernant cette évolution statutaire. Vous pensez qu'il était nécessaire de nos jours de le changer? Je pense qu'en effet, le débat sémantique est assez intéressant, statutaire, institutionnel, toilettage, torchonnage, je ne sais pas quel est le terme. Nous, au niveau des citoyens, on a un petit peu de mal à comprendre. Ça paraît être un débat de techniciens, ce qui est quand même grave, parce que ça touche au quotidien des Mahorais. Les questions des compétences de ce nouvel ensemble département-région ne sont pas claires, parce que dans l'historique qui a été cité précédemment, moi je voudrais juste rappeler, on est passé collectivité d'outre-mer en 2003, 2011 département-région de Mayotte, c'est-à-dire qu'on est déjà département-région. Il faut quand même spécifier les choses. Et en 2012, on devient région ultra-périphérique européenne. 2014, mais 2012, la décision est prise, 2014, c'est mis en place. Et donc 2019, on rechange au niveau institutionnel. Et dans le texte qui nous est présenté actuellement, il n'y a pas de clarté sur ce qu'on y gagne. Il n'y a pas de clarté sur financièrement exactement qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça rapporte. Donc ça, c'est un gros problème. Mais en termes de compétences, ce qui est pour le moment spécifié, c'est ce qu'on perd. C'est-à-dire que Mayotte perd le contrôle du port, perd le contrôle des barges, les accords de coopération régionale transfèrent une partie de nos capacités, de notre ingénierie sur les questions européennes à La Réunion. On se retrouve avec un département qui actuellement n'exerce pas complètement les compétences qu'il a actuellement et on veut à nouveau modifier. La seule chose qui est claire, c'est qu'on double le nombre d'élus. Ce qui pour nous pose question. On se demande pourquoi. Vous me demandez pourquoi, qu'est-ce qu'on en pense? Nous, on s'interroge parce qu'il n'y a pas de clarté dans ce projet et l'ambition n'est pas non plus claire. Président, est-ce que vous comprenez ces interrogations, ces inquiétudes? Je les comprends parfaitement et je voudrais aussi dire que je comprends ce que dit Bonaïri, qui est mon voisin de droite. Il est pas à gauche. Donc, qu'ils disent que, en gros, ce qui l'inquiète, c'est plutôt la case consultation de la population. Je peux comprendre. Maintenant, en termes de contenu, je pense qu'on ne peut pas dire que non, on ne bouge pas, parce que j'ai cet avantage, quelque part. Si donc, vous êtes favorable à une consultation? S'il le faut, oui. Je ne suis pas vraiment fondamentalement contre. Mais moi, je dis que j'ai l'avantage, quand même, quelque part, d'avoir été un des acteurs de la départementalisation. Je ne m'attribue pas. Mais j'étais aussi, comme tous les citoyens de Mayotte, et j'étais au premier plan pour aller négocier certaines choses. J'ai été approché et vu conseiller par le fin Adrien Giraud, le sénateur honoraire Marcel Henry, le feu Zoubera Dinani, qui tout le temps me disait attention, fais attention, parce que la départementalisation, même si Sarkozy l'a promis, c'est pas dans la poche. C'est pas dans la poche, il faut vraiment être vigilant jusqu'au bout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un peu le tour des 4 départements, tout le monde le sait, c'est pas pour raconter l'histoire, des 4 départements qui existaient, pour voir avec nos grands frères quels étaient les avantages, les écueils du statut que nous, on ambitionnait d'avoir partout, sans exception. Ce qui m'a été ressorti, attention, c'est bien la départementalisation, mais le problème que nous avons, c'est celui de la présence de 2 institutions sur le même territoire. Une région monodépartementale. À La Réunion, on me dit,
le président du conseil, la présidente du conseil départemental de l'époque, Denda. oui, on se fait bouffer, mais ce n'était pas très méchant, par le président du conseil régional. Je vais en Martinique, c'était Lurel qui était président du conseil régional, qui me dit, mon ami, c'est bien la départementalisation, mais je crois que le problème qu'il y a, c'est la présence des deux institutions sur le même territoire. Je vois mon collègue, d'alors le président du conseil départemental, qui me dit, ici, je me fais bouffer. On a du mal à exister par rapport au président du conseil régional. Je rencontre celui de la Martinique et de Guyane, c'est la même chose. Donc, je reviens ici, je dis aux gens, voilà ce que j'ai recueilli. Donc, le statut de département, avec deux institutions, ce n'est pas vraiment l'idéal. Qu'est-ce qu'on met ici? Bon, il y a eu le comité de réflexion. En gros, tout le monde a accepté. La question qui a été posée. Non, pas encore là, je vais en arriver. Pas encore, mais dans la réflexion qui en est sortie, on était plus ou moins d'accord pour une seule entité. Juste avant la question qui allait nous être posée, Jego, qui était ministre des Outre-mer, était Mayotte. À la Case Rocher, vers 19h, il avait la question, parce qu'on se posait la question de savoir comment traduire ce que nous, on souhaitait, mais eux aussi, au niveau du gouvernement, on était embêtés dans la gestion, parce qu'en métropole, les régions ne posaient pas de problème. C'est 4 départements, 5 départements, ça ne pose pas de problème. Et là, il me dit, voilà, la question qui va vous être proposée vient de tomber, la proposition. Qu'est-ce que tu en penses? On était à la Case Rocher, vers 19h. Je dis, ça correspond à peu près, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise aussi, puisque les Mahorais, la consigne, le vœu des Mahorais, c'était d'en sortir, d'en finir avec les statuts qui n'étaient pas... On voulait être département. D'abord, parce que pour être fidèle à la demande des Mahorais, ok, s'il y a des choses à voir, après, on verra. Quelques aménagements. Oui, des aménagements. Sauf que la réalité, pour revenir au questionnement des Mahorais, que j'entends parfaitement, je conçois, et je le dis pour avoir exercé, pour être toujours au conseil départemental aujourd'hui, nous avons eu un conseil départemental avec les compétences département, avec compétences région-département, sauf que là, jusque-là, ça n'a pas été notifié par écrit, vraiment quelles étaient les limites. On n'a pas. Mais ce n'est pas non plus dans les textes actuels. Il n'y a toujours pas ces questions de limites, ne sont pas dans le texte actuel tel qu'il est présenté. Elles n'y sont pas non plus. Il n'y a ni les limites ni vos compétences. Donc moi, j'aimerais bien comprendre ce que ça change. On est nombreux à se poser. Qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'il ne fallait pas justement... Je pense qu'il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses... Est-ce qu'il ne fallait pas justement parachever l'aspect département? Est-ce qu'il ne fallait pas d'abord parachever l'aspect département avant d'attamer le côté région? C'est là où je voulais en venir. En fait, il faudrait qu'on fasse d'abord le bilan. Qu'est-ce qui a été promis? Qu'est-ce qui a été obtenu? Qu'est-ce qu'on a fait nous-mêmes déjà à notre niveau? Est-ce qu'on a tout fait pour mettre en œuvre cette départementalisation? Est-ce qu'on est arrivé à la fin de ce que nous, on devait faire? Ces questions-là, on devait se les poser d'abord avant d'arriver à une autre proposition de loi. En fait, moi, je pense qu'une fois avoir fait le bilan de la départementalisation depuis 2011, on saura où est-ce qu'on est, d'où on vient, où est-ce qu'on est. Après, on se pose la question, où est-ce qu'on va? Mais quand même, à cet égard, la Cour des comptes, en 2016, elle a été très claire sur le fait que la départementalisation, elle était mal préparée et elle est mal mise en œuvre. Oui. Et jusqu'à présent, c'est-à-dire, on a déjà un début de bilan et il n'est pas bon. Donc, quelle est la précipitation à nouveau changer? Moi, je suis désolée, on n'a toujours pas non plus eu de bilan dont vous parlez, mais qui soit administratif, de dire où on en est. Je parfaitement avec vous. Il n'y a pas eu une pause bilan pour dire, voilà, depuis 2011 à aujourd'hui, on est en 2019. J'ai du mal à faire les calculs mentaux, mais voilà. Donc, 8 ans. Oui, 8 ans. Quels sont les bilans? Il n'y a pas eu cette pause. Il faut une étude d'impact. Il faut une étude d'impact. Enfin, c'est le minimum, ça. Je vais dire. Ça, la Cour des comptes a déjà fait le constat. Mais en même temps... Non, mais une étude d'impact, c'est autre chose. C'est quelque chose d'administratif et qui permet d'écrire le texte en fonction et surtout d'établir le coût. Parce que c'est ça, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Oui, madame, ce que je voudrais dire, encore une fois, en tant que citoyen, je crois que la liberté nous appartient à tous d'appréhender les problèmes à son niveau personnel. Moi, je suis en ce moment
au conseil départemental depuis 2004. Il y a eu des présidents depuis. Chacun a essayé d'exercer en faisant ce qu'il a pu, parce qu'on n'est jamais satisfait. Hein, et celui qui exerce le pouvoir et la population. Ce que je constate en tant que quelqu'un qui est à l'intérieur, on aurait dû, et si on peut se contenter de ça, on aurait pu se contenter de cela. On aurait dû avoir un département avec tout ce qui allait depuis le début. Sauf que, quand la départementalisation a été acquise par le référendum de 2009, s'est posé la question au gouvernement d'alors de comment écrire, comment traduire le statut de département progressif et adapté. Parce que ce n'était pas le département, un point c'est tout. Parce qu'il y avait Mouhakaka, comme le rappelle mon voisin. Donc, si c'était le Mouhakaka, peut-être on serait allé seulement le statut de 1946. Ça aurait suffi. Sauf qu'on a dit que c'était adapté, progressif et adapté. On s'est posé la question et les messieurs, les dames du ministère qui étaient chargés de suivre le dossier ne savaient pas comment traduire la chose. Ça, c'est la réalité. Et d'une part. D'autre part, si les choses pouvaient, se faire aussi facilement, on a tous décrié le pacte pour la départementalisation qui échelonnait l'arrivée des prestations différentes ici pour 25 ans, pour 30 ans. Et puis on a espéré que les choses allaient changer. Arrive le gouvernement socialiste, et là je ne prends pas pour aucun, arrive le gouvernement socialiste, on espérait que tout allait être changé. Ce que je veux dire par là, mes chers amis, je crois que si les choses étaient aussi faciles, les choses auraient été faites aussi facilement. Mais ce que je constate, que le statut de département nous a été donné malgré beaucoup de réticences. Parce que même dans la majorité d'alors, où on était vraiment très majoritaire, je peux vous dire que j'ai rencontré tous les présidents des groupes parlementaires, sauf le président du groupe communiste et le Front National. Donc, le président monopolise la parole. Allez-y. Je veux bien, mon cher ami, tu m'appelles. C'est très bien, mais effectivement. Il a fait un rappel historique très important. Le rappel historique. Mais je pense qu'il n'est pas utile de faire un rappel historique jusqu'en 1976. Le terme qui nous intéresse ici, c'est la loi de 2010 qui dit que nous sommes un département région. Et avec les compétences, il n'a pas dit avec les compétences régionales. Cette loi dit qu'il faut parachever la départementalisation. Cette loi dit qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites pour parachever cette départementalisation. Je prends l'exemple de la transformation du Conseil économique et social en un Conseil économique, social et environnemental de l'éducation. Par exemple, au lieu qu'il y ait deux conseils, Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement et Conseil économique et social, il y aura une fusion. La loi dit qu'il est inutile sur un si petit territoire d'avoir plusieurs entités qui ont des compétences plus ou moins redondantes. Et donc, ça permet aussi de faire des économies budgétaires. Donc, le terme, c'est la loi. Nous devons mettre en place l'Assemblée unique. La question qui doit se poser est celle-ci. Peut-on mettre l'Assemblée unique et parachever cette départementalisation sans une loi? C'est ça la grande question. D'après les juristes, il faut une loi pour remplacer une loi. Et donc, nous devrons passer par une proposition de loi, ce qui est tout à fait normal. D'autant plus que la mise en place de l'Assemblée unique avait déjà fait l'objet d'une proposition du sénateur Tani, exactement dans les mêmes termes, quoique le texte ait évolué maintenant, il y a 2 à 3 ans en arrière. Ça n'a pas pu être fait. Nous avons pris du retard pour mettre en place l'Assemblée unique, alors que nous devions être la première Assemblée unique et le premier département région ayant les 2 compétences. Les autres départements l'ont fait, en Guadeloupe, en Guyane, et nous sommes en retard. Donc là, nous sommes en train de rattraper du retard, mais en plus, nous sommes en train de chercher à se mettre en conformité par rapport à la loi de 2010.
Maintenant, le petit problème qui se pose, c'est que ce texte a été préparé en catimini peut-être par le sénateur Tani et le conseil départemental. Il aurait peut-être été plus intéressant d'élargir la discussion. Ça n'a pas été fait et c'est dommage. Mais je ne pense pas qu'il faille encore demander à la population de retourner aux urnes pour une consultation ou un référendum. Ça ne sert à rien puisque tout ça a été déjà fait. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est des dépenses à n'en plus finir qui ne servent à rien. Au-delà du fait, on reviendra d'abord. Parce que c'est trop simple. C'est trop simple de dire qu'il faut changer. On reviendra, Estelle. Zaïdou, au-delà du fait que ça a été préparé par un petit nombre de personnes, est-ce qu'il y a réellement un danger statutaire? Mayotte reste toujours régie par l'article 73. Mayotte reste toujours régie par l'article 73. Ce que je dis, c'est que le fait que ça ait été préparé par un certain comité qu'on ne connaît pas, restreint, tout à fait entre soi, est une faute, puisque cette départementalisation concerne l'ensemble de la population de Mayotte. Donc il fallait intégrer l'ensemble des partis politiques, les associations de la société civile, les syndicats, le MEDEF, etc. Parce que cette loi, elle comporte non seulement une partie institutionnelle, mais il y a aussi tout un pan qui concerne l'évolution économique et sociale. C'est l'avenir de Mayotte. Ce qu'il faut rappeler simplement, c'est que plutôt que ce soit un parti politique ou une personne qui porte cette loi, il aurait fallu que ce soit le conseil départemental qui porte cette loi, en associant tous les autres, y compris l'association des maires. Ça aurait été moins polémique. Cela étant, il y a une partie institutionnelle dans cette loi, mais il y a des biais politiques. Si ça a été présenté par le sénateur Tani, ça veut dire que c'est présenté plus ou moins par un membre de la majorité présidentielle. Il y a des biais politiques qui concernent LRM qui doivent être discutés puisqu'il s'agit notamment, c'est un exemple, de changer le mode de scrutin pour les élections futures. Non, mais excusez-moi. Allez-y, Estelle, allez-y. Moi, je vous écoute, je suis complètement ahuri. C'est-à-dire que le constat autour de cette table, c'est qu'on n'exerce pas les compétences du département telles qu'il existe aujourd'hui, mais il y a urgence à les élargir sans savoir comment. Non, pardon, mais je vous écoute très attentivement. C'est-à-dire que vous nous dites la Réunion, la Martinique, la Guyane, ils sont tous en avance, on est en retard. Le seul retard qui a été constaté, qui est avéré, que la Cour des comptes a signalé, c'est l'État qui ne remplit pas ses obligations envers Mayotte, qui n'opère pas le rattrapage qu'il doit à Mayotte. C'est l'État qui ne transfère pas les moyens à Mayotte pour assumer ses compétences. Tout à fait. Donc là, on repart. Mais non, ce n'est pas dans cette loi, ce n'est pas écrit dans cette loi, ce n'est pas l'objet de cette loi. Et par contre, l'objet politico-politicien qui est clair dans cette loi, c'est de replonger Mayotte dans les discussions institutionnelles et statutaires dont on a le secret, pour savoir qui seront les notables qui vont bénéficier du nouveau mode de scrutin, qui va se partager les nouveaux postes à pourvoir. Et pendant ce temps, le travail n'est toujours pas fait. Moi, je suis désolée, je me moque complètement de savoir quel est le statut XY, l'institution, le machin, comme dirait le général, pour faire avancer la chose. Non, mais pardon, mais la loi de 2010 ne dit pas en 2019, vous devez avoir achevé la question de l'évolution statutaire. On aurait dû le faire avant. Elle ne fixe pas de délai. On aurait dû le faire avant, on ne l'a pas fait. Elle ne fixe pas de délai. Donc, tant qu'on n'est pas prêt, pardon, excusez-moi, Papa Misbaoul, il a pu parler longuement. Donc, je vais un petit peu exprimer un point de vue, parce que visiblement, je suis minoritaire sur la question. Ah non, vous n'êtes pas minoritaire sur la question. Il y a Bouanahiri qui est avec vous. Il y a Bouanahiri qui est avec vous. Pardon. En l'occurrence, on n'a pas les moyens d'exercer nos compétences à Mayotte. Et ce qui aboutit, la seule clarté dans ce texte, c'est qu'on multiplie le nombre d'élus,
qu'on enlève une partie des compétences au nouveau conseil/département qui est déjà conseil/département et que par contre, ce qui est développé dans le chapitre 5, c'est qu'on détaille largement les compétences en coopération régionale. Donc l'objectif politico-politicien, et je vais dire les choses que Zaïdoud, vous ne dites pas, qui est de dire le président Macron en Guyane fait un discours dans lequel il dit il faut que Mayotte change et aboutisse, et le vice-président du Sénat, le sénateur Tani, décide pour préparer la visite du chef de l'État en juin, de lui servir sur un plateau un aboutissement institutionnel que personne n'a demandé, qui n'est pas abouti parce que ici et dans la société mahoraise comme dans nos institutions, nous ne sommes pas prêts. Donc moi je suis désolée, on ne décide pas de l'avenir de notre île parce qu'il faut plaire à Jupiter. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt. Effectivement, moi je me permets de prendre la parole parce que sinon je ne l'aurais pas. Non, on essaie quand même de en fait, le problème qui se pose aujourd'hui, mais qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Quelle est la nécessité de changer de loi? Est-ce que la question qui nous a été posée en 2009 n'était pas assez claire? La question était claire. Donc, du moment où la question a été, on l'a répondu à 95%, c'est qu'on a voulu être département. En fait, on a voulu avoir ce mot département dans une assemblée unique qui a les compétences du département et de région. Ça on l'a répondu. Exact. La méthode de faire aujourd'hui, c'est complètement passé à côté de ce qu'avait fait le président Douchna à l'époque. Le président Douchna avait mis en place un comité pour la départementalisation de Mayotte qui avait réuni tous les partis politiques, l'association des maires. Moi, j'ai participé en tant que président de l'association des maires à l'époque. La tournée que le président Douchna l'a fait, il l'a fait avec tout ce beau monde. Les entretiens qu'on a eus, on les a eu. En fait, tout le monde était là, tout le monde était représenté pour poser les bonnes questions. Et si la question a pris autant de temps pour tomber sur la table, si elle est tombée un soir à la Case Rocher, c'est parce que ça n'a pas été simple, c'est parce que tout le monde avait pu donner ce qu'il pensait. Donc moi, je pense que la question de 2009 était assez claire. Aujourd'hui, je ne sais pas qui on veut faire plaire. C'est ça le problème. Il n'y a pas de question posée. On veut faire plaire à qui? Oui, justement, je finis dans ma réflexion. La seule chose qu'on voit, en fait, qui est vraiment visible aujourd'hui, on nous dit le nombre d'élus va être augmenté. Est-ce qu'on a besoin d'une loi? Est-ce que quand on est passé de 17 conseils généraux à 19 conseils généraux, il a fallu une loi? Est-ce que quand on est passé de 19 conseils généraux à 26 conseils départementaux, il a fallu une loi? Je ne pense pas. Quand on dit on va avoir plus de moyens, mais quels moyens? Quelles sont les garanties? Quelles sont les garanties? Ce sont les questions. Quels moyens? Qu'est-ce qu'on veut comme moyen? Pourquoi faire? C'est les questions qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'on veut comme moyen? Pourquoi faire? À partir de là, on va demander à l'État, voilà, les moyens. Mais on n'a pas besoin d'une loi, d'une nouvelle loi pour chambouler tout ce qu'on a, tout ce qu'on a gagné jusqu'à maintenant. Les moyens, la question, elle est cruciale. Les moyens dans le texte tel qu'il est présenté, et il peut être modifié parce que ça vient du Sénat, ça ira à l'Assemblée et ça revient. Donc, je veux dire, ce qu'on est en train de discuter peut encore être modifié en cours de route. C'est 90 millions par an. On ne sait pas d'où sort ce chiffre. C'est la base de quoi? Il n'y a pas ni d'étude d'impact de cette transformation institutionnelle, ni de commission d'évaluation des charges. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. L'État s'est levé le matin, je vous fais un chèque de 90 millions d'euros, et ça ne pas garanti. L'État ne s'est pas encore levé, ou il dort encore peut-être. Mais le chèque, c'est 90 millions d'euros, un chiffre qui est sorti du chapeau. Là, la Cour des comptes, je suis désolée de revenir là-dessus, mais la Cour des comptes, il faudrait, pour que Mayotte effectue son rattrapage, plus de 230 millions par an. Donc 90 millions, on est bien en deçà de ce que devrait verser l'État à Mayotte pour effectuer le fameux rattrapage dont M. Bamana parle. Donc à un moment, on se demande à qui ça sert. Ça sert quand même non seulement à faire doubler le nombre d'élus, mais ça sert à dédouaner l'État à peu de frais. C'est-à-dire que alors qu'on a une démographie galopante, on fige, tel que le
texte est écrit aujourd'hui, on fige l'enveloppe de l'État à Mayotte à 90 millions. Quels que soient nos besoins, ce sera 90 millions. Je n'ai pas compris ça. Ben, c'est un problème parce que si vous n'avez pas compris, moi je l'ai compris, ça veut dire qu'il y a une ambiguïté dans le texte. C'est un souci. Moi, ce que je voudrais dire, si vous c'est juste qu'il n'y a pas la même lecture. Oui. Non, mais ça veut dire que c'est un sujet. sujet, parce que si on n'a pas la même lecture sur une question de budget, c'est gênant. Non, c'est le côté figé. Oui. Moi, ce que je voudrais dire par rapport aux réactions des uns et des autres, encore une fois, je dis là, nous sommes entre des citoyens mahorais et chacun exprime comment il aime Mayotte, parce qu'il n'y a pas entre nous là celui qui aime plus Mayotte que l'autre, mais c'est chacun à sa façon d'exprimer son amour pour Mayotte. Nous aimons tous Mayotte. Et par conséquent, quand j'entends dire oui, ce qui me choque, c'est il faut qu'on précise qu'il y aurait case départ et consultation. J'entends ça. Ce qui me choque, nous dit Bamana, c'est que non pas que le contenu, le concept ne soit pas bon, il dit que c'est pour parachever. Donc, quelque part, il reconnaît. En fait, c'est la loi qui le dit. C'est la loi qui le dit. Et puis, on n'y est pas encore par rapport à ce qui a été promis. Donc, il faut parachever. Donc, mais qu'ils disent que ce qui peut choquer les citoyens, et ça encore, j'entends parfaitement, que ça soit qu'on donne l'impression que c'était un travail de certains notables, de gens qui ont des avantages, qui se sont réunis. Effectivement, ce côté-là, ça peut blesser, ça peut choquer, qu'il n'y ait pas une réflexion qui soit vraiment élargie, qu'on invite de temps en temps les élus qui ne viennent pas, parce qu'on est vraiment, et ça aussi, c'est ce qui m'amène aussi à me poser la question, est-ce qu'il faut vraiment encore une élection, une consultation? Parce que les gens, ils ont marre aussi des élections. Mais encore une fois, j'entends l'argumentation. Mais que l'on dise, oui, il n'y a pas eu suffisamment de gens consultés, ça peut se discuter. Mais en termes de moyens, il me semble qu'il dit très bien dans le texte, je l'ai aussi, comme vous l'avez, qu'on demande les moyens dont détiennent les autres collectivités de même nature, plus 90 millions d'euros de rattrapage. Je conviens, encore une fois, pourquoi, je me suis aussi posé la question, comme vous, pourquoi 90 millions? Pourquoi pas 130 millions? Pourquoi pas 1 milliard? Bon, mais encore une fois, en tant que quelqu'un qui est là-bas, qui peut vous dire que les choses ne sont pas aussi évidentes pour ceux qui se disent, mais est-ce qu'il y avait besoin d'écrire quelque chose? Est-ce qu'il y avait besoin de revoir les choses? Je dis, rien n'est évident. Et je préfère naïvement, et ça n'engage que moi, que l'on couche par écrit certaines choses, que de dire, mais l'État, il est assez grand pour comprendre qu'on a besoin de... On a besoin de tout. On a besoin depuis Bamana. Et depuis Bamana, j'ai retrouvé dans le bureau la photo de la piste convergente. Ça, c'était avec Chirac. Mais c'est toujours pas là. Et tous les présidents qui arrivent savent. Et à chaque fois qu'ils peuvent dire non, c'est pas urgent, on va trouver les naturalistes pour dire qu'est-ce que vous pouvez agiter pour empêcher ça, on va les trouver. Bon, s'ils m'entendent, ils ne seront pas contents, mais pour caricaturer un peu. Et donc, tout ce qui nous semble tellement évident, qui était dans le statut, dans l'expression des vœux des Mahorais qui se sont prononcés pour la départementalisation, qui nous semblait évident, eh bien, on constate que ce n'est pas évident. Le port de Longoni, il dit que je monopolise, je termine. Le port de Longoni... je ne me permettrai pas. Oui, le port de Longoni, moi personnellement, vous savez très bien qu'il y avait la DSP qui avait commencé avec moi, j'avais commencé à consulter, et finalement je trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment de candidatures et que ce n'était pas au profit de Mayotte. J'ai préféré différer pour avoir un peu plus de moyens, de recul. Là, maintenant, on est avec la DSP. Je n'ai pas de réflexion particulière, mais je veux dire que, quelque part, je dis, si l'État pouvait nous sortir cette gestion calamiteuse, ce problème avec la population, avec la société, ce sera une grosse épine enlevée du pied de Mayotte. Parce que le texte prévoit la gestion du port, donne la gestion du port à l'État. Oui, demande à l'État de prendre la gestion. Oui. Je termine avec le problème du transport, petit air, grand air. C'est un problème énorme que le conseil départemental actuel, et depuis toujours, a à gérer. Il n'a pas assuré la continuité territoriale qui doit être, à mon avis, de la compétence de l'État
Mais seulement combien de millions ils sortent par an? Et pour autant, les services ne sont pas aussi satisfaisants. Tout le monde reconnaît que si, encore, là, on pouvait nous sortir ça, eh bien, tant mieux. Donc, c'est des choses, quand on dit on ne voit pas les avantages... Les collèges et les lycées. Il y a quand même quelque chose qui me paraît tout à fait important. On ne va pas à chaque fois, si on n'arrive pas à assumer les responsabilités, on ne va pas à chaque fois demander à ce que l'État reprenne les compétences. Non, il faudrait qu'on se pose la question en disant, nous avons une compétence, comment on va faire pour pouvoir l'assumer pleinement et en prendre d'autres? J'entends, Monsieur le Président, président de l'association de maires, ça ne sort jamais le titre. J'entends bien ce que vous dites. Mais il y a des compétences des fois qui ne devraient pas nous être attribuées. Et celle-là, à mon avis, n'est pas une compétence qui devait être celle du conseil départemental. Mais ce sont des compétences régionales. Oui, oui. Les routes, les collèges. Moi, je me rappelle, je termine encore par ça. N'arrêtez pas de terminer. Les transports Mais il y a quand même quelque chose qui me paraît... Il faut être clair. Quand ça nous arrange, on le pensait bien. Moi, je crois qu'il y a certains ont été bien contents de récupérer le service de transport maritime quand il a fallu recruter. Il y en a qui ont été bien contents de ce service, de ce service. C'est ce qui me paraît. Même s'il y a 15 ans, ça me paraît quand même important. Les choses ont changé. Oui, c'était une erreur. Oui, mais maintenant on a fait une erreur. Assumons nos erreurs pour qu'on y arrive. Je voudrais que ce soit clair pour tout le monde. Moi, je suis pour le toilettage institutionnel. Pour deux raisons. D'une part, le processus qui est engagé est légal. C'était inscrit dans la loi. Et donc, nous devons appliquer cette loi pour sortir du provisoire qui dure. Le processus de départementalisation de Mayotte était considéré comme progressif et évolutif. Donc, nous sommes en train de parachever. Nous avions les fondamentaux, maintenant on met le toit. Il faut mettre en place cette assemblée unique et configurer la partie région. Nous l'avons déjà, ce statut. Donc, il est inutile de consulter la population. Nous avons déjà répondu à la question véritable. Souhaitez-vous rester département? Ça, c'est fait. Ne revenons pas sur une consultation. Il y a simplement quelque chose qui me paraît essentiel dans le cadre de ce texte. Qui l'a proposé? Est-ce que c'est le conseil départemental? Je pense que si le conseil départemental était à la manette, les polémiques se seraient beaucoup plus tues. Mais il est quand même porté par le conseil départemental. Il est porté par le conseil départemental, effectivement, mais il n'y a pas eu de discussion avec tous les élus. C'est ça le problème. C'est un cabinet restreint qui a pondu un premier texte qui a été très critiqué, y compris par le collectif à l'époque, parce que le grand souci, c'est qu'à une certaine époque, un certain nombre de personnes pensaient qu'il fallait passer de l'article 73 à l'article 74. C'est-à-dire qu'il y avait un risque, avec une réforme de la Constitution, que Mayotte passe à l'article 74, c'est-à-dire le risque de sortir de la République un jour éventuellement. Or, dans ce texte-ci, il est clair que nous sommes dans l'article 73 et nous gardons le statut qui est le nôtre, c'est-à-dire une collectivité unique exerçant les compétences régionales et départementales. L'aménagement doit se faire notamment sur la partie moyen. On vous dit actuellement que Mayotte exerce les compétences régionales depuis 5-6 ans, mais en réalité, nous n'avons pas les financements correspondant à l'échelon régional. Vous êtes d'accord avec ceux qui disent que même là, il n'y a pas de garantie qu'il y aura ces moyens? Si, les moyens, nous les aurons en parachevant cette affaire statutaire. C'est un vœu pieux. Voilà, ce n'est pas un vœu pieux. Il faut bien discuter avec l'État en leur disant vous ne pouvez pas nous demander. On peut discuter maintenant. Mais on peut discuter. Voilà. On peut discuter maintenant. Oui. Ce qui est important en réalité, c'est que le conseil départemental doit réunir l'ensemble des protagonistes pour travailler ce texte. Parce qu'il va être discuté à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais finalement, nous n'avons pas été tous
en consensus vis-à-vis de ce texte. Pardon, Nous ne sommes pas en consensus parce qu'il y a un certain nombre de choses qui paraissent complètement aberrantes. Non, pardon, messieurs, mais je vais juste faire un commentaire parce que moi, il y a deux choses. Je suis d'accord avec ce statut, mais il faut aménager un certain nombre de choses. Moi, je vais il faut préciser un certain nombre de choses. Alors, je vais juste remettre... Moi, je suis effarée et navrée par le manque d'ambition que vous venez d'afficher par rapport au port. Mayotte et ses élus qui disent que le port, c'est une épine dans le pied des élus, actuellement, oui. Oui, c'est une question de querelle de personnes. Là, on parle d'une loi qui inscrit le fait que Mayotte se déleste de son poumon économique. Ça veut dire que dans quelques années, et on peut prendre le pari ici publiquement, vous serez en train de nous dire il faut récupérer le port. Parce que vous direz, c'est la poule aux œufs d'or, c'est le poumon économique de notre île, c'est là d'où viennent toutes les rentrées budgétaires. Et là, on est en train de dire à l'État, parce qu'on n'est pas capable de gérer les petits problèmes de quelques-uns, eh bien, l'État allait à Paris, qui n'a aucune compréhension des réalités locales, aller gérer par des hauts fonctionnaires qui n'ont aucune réponse à donner, ils n'ont pas de compte à rendre aux citoyens. En même temps, les autres corps sont co-gérés par l'État. Je vais juste terminer mon propos, ces messieurs peuvent les autres corps sont co-gérés par l'État. Absolument, je n'ai pas terminé mon propos. On peut créer une société d'économie mixte dans laquelle l'État participe et le conseil départemental régional participe et est majoritaire. Parce que les autres ports dont on parle ne sont pas sur des îles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la situation dans laquelle on est, où nous, toute l'île dépend de Longoni. Donc on est dans une infrastructure qui est vitale pour notre île et sur laquelle on dit c'est Paris qui doit s'en occuper. Par contre, ce que je retiens de l'intervention de Yazidou, qui est quand même qui est assez effrayante, c'est que pour rappel, le texte est déjà déposé à Paris. Donc on a localement un énorme TGV de retard. C'est-à-dire qu'on peut débattre tout ce qu'on veut. La discussion, elle est à Paris et le sénateur Tani ont court-circuité le débat local. Là, c'est parti, c'est inéluctable. Le sénateur... Ça n'est pas encore discuté, ça n'est pas encore discuté, ça n'est pas encore au rôle de l'Assemblée. Pardon Zaïdou, il ne faut pas être de mauvaise foi. Tu sais parfaitement que le texte a été déposé. Donc, ce que peut dire Mayotte à ce sujet n'a aucun poids, puisque ce sont les sénateurs et les députés qui s'en emparent. Moi, en l'occurrence, j'ai un gros problème. Bien sûr que si, c'est les institutions que vous connaissez parfaitement. Ils ne vont pas voter le texte en l'état. Ils vont le débattre, mais ce n'est pas Mayotte qui est à l'Assemblée. Ce n'est pas Mayotte qui est à l'Assemblée. Par qui? Mais nous pouvons très bien demander au sénateur Tani d'amender son propre texte. Nous pouvons dire à l'opposition, parce qu'il y a une opposition quand même parlementaire, de soutenir quelques propositions ou pas. Ils peuvent toujours demander des amendements. Messieurs, je vais quand même terminer mon propos. Non, mais les amendements, il faut être clair. Terminer quand même mon propos. Ce texte est important. Ce texte est important. Tu m'as interpellé. Tu ne peux pas t'asseoir sur les institutions parce que ça te convient. Je ne m'assois pas sur les institutions. Je suis en proposition. Par exemple. Non, et moi je ne suis pas en proposition. Je suis en rappel des faits. Si vous souhaitez que l'État ne prenne pas en charge le port de Longoni, on peut toujours amender. C'est une proposition, on peut amender. Peut-être que l'État n'envisage même pas cette possibilité pour Mayotte. Elle l'avait déjà refusé, l'État. Laissez penser qu'un débat ce sont des élus qui ont demandé à ce que l'État puisse avoir la main sur la gestion du port. C'est malhonnête intellectuellement de laisser penser que de débattre ici aurait un poids quelconque au niveau du débat. Je ne vous dis pas que vous êtes malhonnête intellectuel. Non, c'est moi qui vous dis. Mais il y a quand même quelque chose. Je vous dis, vous ne pouvez pas dire que de débattre ici. Il n'y a pas de malhonnêteté intellectuelle. Soyons quand même polis. En même temps, il y a quand même quelque chose. Oui, mais il y a quand même quelque chose d'important. Personne ne vote, mais le processus ne fait que commencer. Oui, exactement. Par exemple, mais le processus se tient au Parlement. Mais le processus se tient au Parlement. Il faut quand même dire les choses. Il ne se tient pas à Mayotte. Le sénateur Tani a déposé son
contexte à Paris, on n'a plus rien n'est trop tard. Le seul risque, c'est que la majorité, le seul risque, c'est que l'Assemblée est favorable à Tani. C'est le seul risque. Ce que je veux dire, non, je vais clarifier le propos. Ouais. Le texte est déposé au Sénat, il va être discuté par les sénateurs et ensuite il sera discuté par les députés. C'est-à-dire, je termine, c'est-à-dire que légalement, c'est-à-dire que le Parlement, pardon, mais c'est le seul risque. Mais le seul fait de dire qu'on ne peut pas faire marche arrière, c'est pas possible. Il n'est pas juste de dire qu'un débat à Mayotte pèserait sur les décisions qui vont être prises à l'Assemblée ou au Sénat. Légalement, ce sont uniquement les sénateurs et les députés qui votent et qui décident. Qui influence les sénateurs? Qui influence les sénateurs? Le même sénateur qui a refusé de consulter la population et les élus, c'est le même qui va décider qui va revoir sa copie. C'est le même sénateur qui, dans Panorama, dit aux gens on ne comprend rien. Je ne fais pas l'avocat du diable, mais le sénateur Tani avait appelé les élus le 26 février dernier. L'hémicycle était quasi vide. Oui, mais une fois la proposition déposée. Le texte était déjà déposé. Le texte était déjà déposé. Mais non, mais le texte est déjà déposé. Mais c'était pour dire quoi? Une consultation en amont, c'est avant d'aller le déposer au Sénat. Il faut quand même avoir l'honnêteté de la chose. Le texte est déjà rédigé, il a déjà valeur de base fixe. Après, ça va être amendé par d'autres, dont des députés qui peuvent être anti-Mayotte française, comme on l'a entendu. Il y a quelque chose qui me paraît essentiel aussi. On peut critiquer la démarche du sénateur Tani. On peut la critiquer fondamentalement. Pourquoi est-ce qu'il propose de déposer le texte au Sénat au lieu de le faire d'abord à l'Assemblée nationale où son parti est majoritaire? Ce texte aurait pu être voté à l'Assemblée nationale parce que LRM est majoritaire. Alors que là, le sénateur Tani prend le risque de le faire étudier au Sénat où c'est l'opposition qui a la main. Il peut être rejeté par l'opposition. Donc c'est un risque. En tous les cas, toutes les possibilités sont ouvertes. Quand nous parlons de la gestion du port, on peut faire des propositions, l'opposition peut faire des propositions, le député Mansour Kemardine ou d'autres. Pour ce qui est du changement du mode de scrutin, on peut faire des propositions également, parce que le mode de scrutin, il n'est peut-être pas nécessaire du tout, dans le cadre du toilettage institutionnel, de le changer. Ce que propose le sénateur Tani, et qui me paraît très grave, c'est de dire on fait un panachage. On oublie l'option, le scrutin majoritaire, on fait un scrutin mixte ou hybride où on met une dose de proportionnel. Il y a un danger véritable là-dessus. Ça n'est pas le moment, alors qu'on essaie d'aménager, d'organiser les choses au bénéfice de Mayotte, d'introduire une réforme du mode de scrutin qui va compliquer énormément les choses et qui, si la proportionnelle passe, permettra ou ne permettra pas au conseil départemental de fonctionner correctement. Non, ce sont des choses qui peuvent être discutées au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs partis et tous les partis politiques locaux peuvent dire à leur centrale nationale « Faites attention, voici ce que nous souhaitons, porter ces propositions ou porter ces critiques vis-à-vis du texte de M. Tani. » Rien n'est figé dans ce texte. Il ne sera pas voté de manière globale en bloc. Il y a plein de choses qui peuvent évoluer d'ici là. Mais est-ce que notamment sur la dotation de rattrapage. Là, il la monopolise là en ce moment. La dotation de rattrapage de 90 millions. Effectivement, ce texte et ce chiffre sort d'où personne ne le sait. Or, nous avons peut-être quelque chose à proposer. On peut très bien dire cette dotation de 90 millions d'euros, nous estimons que c'est la dette de l'État vis-à-vis du conseil départemental pour ce qu'on appelle les charges indues, parce qu'il y a une dette du fait de
de la mise en place de la décentralisation avec des charges qui ont été préfinancées par le conseil départemental. C'est bien en deçà de... Voilà, donc on peut dire, mais éventuellement ces 90 millions, il s'agit d'une dette de l'État, remboursez votre dette. Parce que si vous remboursez votre dette, vous nous mettez en possibilité de tenir nos responsabilités en matière de financement du port, des routes, etc. etc. Et maintenant, nous négocions avec cette dotation de 90 millions, nous négocions maintenant ce qu'on appelle une dotation véritable de rattrapage qui permettra à la collectivité de mettre en place son plan pluriannuel d'investissement. Ce sont des choses qu'il faut mettre sur la table et c'est l'occasion, dans le cadre de la discussion de cette proposition de loi, de le faire. Rien n'est figé. Il faut être logique. D'abord, encore une fois, j'entends, et c'est tout à fait normal qu'on rediscute de la manière dont les choses ont été introduites, qu'il n'y a pas eu un grand comité, mais ce que je peux vous donner comme témoignage, en tant que quelqu'un qui suit au conseil départemental, le sujet a été abordé. Mais vous savez, il y a des sujets qui n'intéressent plus beaucoup de personnes, et j'ai tendance à croire que le sujet primordial pour beaucoup de Mahorais, c'était le statut de département. Une fois le référendum fait, tout ce qui vient, j'ai l'impression que pour eux, ce n'est pas aussi vital. Beaucoup d'élus se sont assurés qu'il n'y avait pas de basculement de statut, c'est-à-dire de risque de basculer hors de la Constitution française. Une fois qu'ils étaient bien assurés, pour eux, le débat n'avait pas vraiment beaucoup d'importance. Ce que je peux dire, le sujet est revenu au conseil départemental. Ça a été débattu, les uns et les autres se sont exprimés, et la majorité des élus, je ne veux pas dire la majorité politique du président, la majorité des élus se sont exprimés pour donner leur avis au président de continuer l'évolution statutaire. Donc, moi, je suis aussi de l'avis de Zaïdou pour dire... Non, mais je l'ai dit depuis le début. Je suis de l'avis que, franchement, même si j'entends parfaitement l'histoire qu'il faut apaiser les gens pour qu'il n'y ait pas beaucoup de frustration, qu'il y ait une consultation, mais je ne pense pas, personnellement, que ce soit nécessaire. Ça, c'est mon avis. Là, on est dans, l'achèvement du statut parce que rien n'est acquis. Je voudrais revenir sur le pôle. Je trouve que madame a fait presque une caricature du conseil départemental en disant oui, ce sujet du port, alors que c'est le poumon économique. Moi, je voudrais rappeler, et là, il y a des spécialistes qui sont à côté de nous ici pour dire, fut un temps, le port était, avec la douane, était ce qui vraiment nous donnait les moyens du budget de la collectivité. Chaque année, c'était 100 millions d'euros, 118, 150 millions d'euros. Et les sous qui étaient collectés par la douane, par les impôts, ça, il faut que la population le sache. Ça rentrait, c'est ça qui constituait le budget de la collectivité, avec une petite dotation qui venait de la métropole. Mais depuis un certain temps, vous le savez très bien, que depuis la départementalisation, les impôts, ça n'est pas la collectivité qui gère, le département. Les fonds qui rentrent à la douane, ce n'est pas la collectivité, ça rentre dans un pot commun qui est redistribué en fonction de la population, de l'importance du territoire. Donc, que ce port-là soit géré par l'État ou pas, je ne crois pas que là, on peut vraiment remettre la main, puisque nous sommes dans le droit commun, ce que nous avons tous réclamé depuis des années. Et donc, pour vous rappeler encore que ce n'est pas l'exception qu'on demande là, que Mayotte ait son port géré par l'État. Ailleurs, ça existe. Non pas parce que... C'est une conformité en Martinique, en Guadeloupe. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Ça peut vous choquer, je peux comprendre. Mais moi, en termes de réalité, de pragmatisme, de pratique, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Quand on connaît les conflits qui sont au port, vous pouvez dire que c'est une question de personnes. Mais toutes les accusations après retombent sur le Conseil général. Les gens n'acceptent pas que le délégataire gère leur carrière et que finalement il ait pu, ou bien elle ait pu mettre
dehors tous ces gens-là. Une fois qu'on a donné la délégation, normalement, ça ne nous appartient plus de gérer. Mais je crois avoir une gestion extérieure, ce n'est pas mauvais. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un conseil du port avec des élus de l'Assemblée territoriale. Ça n'exclut pas les parlementaires mahorais d'être là-dedans. Je crois que nous pourrons toujours avoir un œil sur la gestion de ce port, de ce poumon économique. Je conviens avec vous pour appeler, utiliser ce port. Mais et puis pour les élus, juste je termine là. Il nous reste à peine 5 minutes. Oui, c'est parti très vite. Pour les élus, encore une fois, madame, j'entends, vous n'êtes pas la seule à dire, oui, 51 élus, c'est trop, pourquoi vous le soutenez? Je ne peux pas soutenir cet argument de la masse, si tant est qu'elle le soit. J'ai été président du Conseil général et en 2011, j'avais proposé à l'époque qu'on double le nombre d'élus par canton. Il y en avait 19 à l'époque, sauf les cantons de Mamoudzou, qu'on les triple, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2 conseillers généraux sur Pasmaïti, qu'on en ait 3. À l'abattoir, qu'on en ait 3. À Pungu, qu'on en ait 3. Parce qu'il était nécessaire qu'on s'approche, encore une fois, du droit commun qu'on réclame. On a la même population que la Guyane, on le dit souvent, mais pour pouvoir en bénéficier, il faut aussi avoir ces avantages-là. C'est un avantage qui peut être vu comme une recherche. Ça ne va pas chez un seul conseiller. Je crois plus on a de gens, plus il y aura de débats au sein d'une assemblée, plus la démocratie est instaurée et on a des chances de... Mais ce n'est pas le cas actuellement, malheureusement, Président. Non, il y a beaucoup des élus quasi absents, quasi inexistants. Vous avez raison. S'il vous plaît, je veux juste revenir sur les propos de M. Bamana en disant que cette proposition de loi peut être encore amendée, peut-être faire ceci, faire cela. Non. Je rappelle que c'est une proposition de loi déposée par un sénateur mahorais. Et alors? Un sénateur qui vient de Mayotte. Donc c'est sa proposition de loi. Vous ne trouvez pas ridicule que quelqu'un qui fait une proposition de loi aille encore amender cette loi au débat parce que sa population a dit parce que sa population a proposé ceci? Pourquoi ne faudrait-il pas consulter votre population avant de déposer votre proposition de loi? Mais ce texte va être amendé de toute façon. Par qui? Mais tu as une opposition, tu as plusieurs partis politiques. Encore une fois, si le député de l'opposition... Attendez, encore une fois, c'est le député de l'opposition amende cette loi, ça va encore tomber sur la table, les parlementaires mahorais ne parlent pas du même voix. Mais ça n'est pas le problème. Ah, si? Le texte sera de toute manière discuté, monsieur le maire. C'est notre proposition de loi à nous. Ça devait être discuté avant d'être déposé. Ce sera discuté de toute façon à l'Assemblée. C'est pour ça qu'il y a une discussion au Sénat. Oui, ça sera discuté, mais ça n'a aucune chance que ça modifie quelque chose. Mais si, parce que la majorité... Ça vient de nous. Mais si. Encore une fois, si c'est adopté au Sénat, c'est-à-dire c'est adopté par l'opposition de l'Assemblée nationale, ça passe à l'Assemblée nationale comme une lettre à la poste. Sauf qu'il n'est pas dit qu'il sera adopté par le Sénat. Ça, c'est autre chose. Parce que s'il est adopté par la majorité sénatoriale, mais quand cette loi arrive à l'Assemblée nationale... C'est pas une lettre qu'on met à la poste et puis comme ça passe. Mais justement, ça va passer comme une lettre à la poste. Mais ce n'est pas automatique. Et les discussions portent notamment sur les articles. Dans chaque article, il est possible de changer cette proposition de loi. Il est par exemple possible, parce que ça n'est pas absolue nécessité, de changer par exemple le mode de scrutin. Vous parlez de la même chose. Vous parlez de la même chose. Non, on ne parle pas de la même chose. Si. Que c'est pas un texte qu'on met à la poste et puis ça passe. C'est faisable, mais difficile de le faire parce qu'on sait très bien la composition de l'Assemblée et du Sénat. Estelle. Moi, comme on touche à la fin du débat, je pense qu'il y a des éléments importants qu'on n'a pas évoqués. Il y a quand même dans ce texte le huis clos, c'est-à-dire le secret, qui nous, citoyens de Mayotte, nous met extrêmement mal à l'aise. C'est-à-dire que la nouvelle assemblée, région, département pourra passer des contrats, passer des marchés, donner des contrats d'exploration et d'exploitation de gaz dans le secret, c'est-à-dire porte close, et ça ouvre la porte à des conflits d'intérêts, à de la corruption, et ça pose des questions de gouvernance. C'est-à-dire qu'il y a
dans le texte la possibilité pour le président de l'Assemblée de décider de fermer la porte pour des discussions. Et sinon, ce seront 5 membres de l'Assemblée qui pourront décider de ne pas ouvrir ces discussions au public et de maintenir le secret. Pour nous, c'est une question inquiétante de manque de gouvernance, de manque de transparence. La deuxième chose qui nous inquiète... C'est le cas actuel, il y a des débats. Oui, mais vu les enjeux... La commission permanente n'est pas... Vu les enjeux et le climat actuel dans lequel les Mahoraises, les Français ont demandé à leurs élus plus de transparence, ont demandé à leurs élus de pouvoir répondre et dire les choses publiquement. On a du mal à comprendre pourquoi un texte pareil peut être déposé et que les élus s'accrochent à ce secret qui maintient une certaine opacité. La deuxième chose, la deuxième chose, je suis désolée, moi ça ne nous fait pas rire du tout parce qu'on est très inquiets sur ce sujet. La deuxième chose qui nous inquiète, que j'ai mentionnée et que ici personne ne veut discuter, c'est la question du chapitre 5 qui concerne la coopération régionale, qui donne d'énormes marges de manœuvre au nouveau président de l'Assemblée régionale départementale en lui permettant d'aller négocier, signer des accords, demander à Paris de valider des accords qu'il aura lui-même négociés. C'est-à-dire que, alors que ce texte ne mentionne rien sur les nouvelles compétences de Mayotte, ne mentionne rien sur ses recettes budgétaires, si ce n'est de longs articles sur combien vont être payés les nouveaux membres de cette Assemblée, combien ils seront protégés au niveau des retraites, combien ils seront protégés au niveau juridique. Par contre, il y a 10 articles qui sont consacrés à comment rapprocher Mayotte de son voisinage. Et nous, si vous continuez l'opacité et la marge de manœuvre diplomatique, on n'est pas du tout content. Est-ce qu'il y a vraiment un danger sur cette coopération régionale? Parce qu'à l'heure actuelle, le président du conseil départemental a aussi une charge de coopération régionale. La question, il faut la poser au président qui avait claqué la porte du JTHM. Dans les domaines de compétences de l'État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l'Assemblée de Mayotte pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États et territoires situés au voisinage de Mayotte. Le voisinage de Paris, c'est les communs. Qu'on soit clair, parce que tout le monde comprenne, parce que les termes ne sont pas mis les communs, mais le voisinage à Paris, c'est les communs. Le voisinage, c'est pas Mozambique. Zaïdou, est-ce qu'il y a un danger? Il n'y a pas de danger. Jamais. En réalité, le danger vient de l'État. Si l'État continue à faire de la coopération régionale via le Quai d'Orsay et le ministère des Affaires étrangères, le danger vient de là. Dans tout l'outre-mer, et c'est le droit commun qui le veut, on souhaite que le président du conseil départemental ou le président du département soit en capacité de négocier directement avec des chefs d'État étrangers, etc. Et cela est prévu également sur le texte européen. Donc c'est très bien. Ibrahim, y a-t-il un danger sur ce côté coopération régionale? Il y a quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que je dis on a la chance d'avoir le président du CHNA avec nous. Il y avait déjà le GTHM qui négocie. Le GTHM, oui, qui négociait ce genre qui a mené ce genre de discussion. Il nous avait déjà expliqué, on ne lui avait même pas donné de chaise et il était parti à un moment. C'est ce que vous voulez que ça se répète? La politique ça sera le cas. Non, moi je crois que... Vous voulez que ça se répète encore une fois? Moi j'aime bien corriger certaines choses. D'abord, s'il vous plaît, je ne peux pas laisser dire qu'on travaille... On va me taper... On travaille sur l'opacité, madame. Largement dépassé le temps. Je vous ai écouté. Dans toutes les assemblées départementales et régionales, nous avons la commission permanente. Il y a l'assemblée plénière qui discute, qui débat vraiment en présence de tout le monde, c'est public. La commission permanente débat à huis clos. Pourquoi? Tout simplement, il faut savoir, on discute des sujets sur les subventions, sur les associations. Donc, là, vraiment, le débat, si on associe le public, ça va être vraiment, oui, parce qu'on aurait les gens qui viendraient... La cosmophonie, quoi. Oui.
C'est vrai que c'est gênant d'avoir les citoyens qui sont associés à ce qui se passe dans leurs institutions. Ça, je vous rejoins bien. C'est vrai que la population, c'est gênant quand on ne peut pas la gérer. Donc, moi, rendre des comptes, c'est embêtant. Oui, ça frustre, madame. Mais en même temps, ça ne sera pas... On a fait 1h05. Oui, ça ne serait pas une spécificité de Mayotte. Sur la coopération régionale, je crois effectivement, et puis je reviendrai, vous me laisserez m'exprimer sur l'histoire de chaise. Non, vous l'avez déjà expliqué à plusieurs reprises ici. D'accord. Donc, sur la coopération régionale, je peux entendre, je suis dedans, madame, dans le conseil départemental. Quand il insiste pour que je m'exprime sur le GTHN, je ne reviens plus là parce que tout le monde sait ce que c'est. Je crois que c'est une possibilité donnée au département, aux régions, de discuter avec ses collègues. Le seul souci que nous avons ici, les voisins, le seul souci que nous avons ici, c'est qu'un de nos voisins s'appelle les Comores. Et ça, je suis tout à fait comme vous. Là, en ce moment, j'ai été délégué par mes collègues pour mener les relations internationales. Je vais, j'apporte les résultats au président, à qui je rencontre, à l'ensemble de nos partenaires. Bientôt, nous allons recevoir une délégation de Djibouti avec 2 présidents de région, des représentants du ministère qui vont venir ici. On va discuter. On a été aux Seychelles. Il y a des choses qui se passent en ce moment. Mais je pense que si on n'avait pas un voisin qui s'appelait ce que vous connaissez, ça ne poserait pas beaucoup de problèmes. Pour autant, mais on est bien d'accord. C'est bien la question. C'est-à-dire que ce qui est dans le droit commun, qu'une région française peut faire, aucune autre région n'est revendiquée par un État voisin. Donc ce ne sont pas des négociations diplomatiques banales. On est dans une situation avec un voisin qui nous revendique, qui va sur la scène internationale pour nous réclamer. Et aujourd'hui, vous nous dites, avec une partie des élus mahorais qui sont plutôt serrés la main et qui sont partisans de dire, je ne vous accuse pas personnellement, je dis que certains... je ne crois plus, je refute cet argument. Mais il y en a certains qui vont même trouver que c'est normal d'aller participer aux campagnes électorales aux Comores. Donc je n'invente rien. Je vous dis que ça existe. Et donc le sujet est de savoir quelle est la confiance que l'on a. Et pour nous, moi je suis bien d'accord avec vous, faites de la coopération régionale si vous voulez, et why not? Pourquoi pas? Allons-y. Alors pourquoi le secret? On aura l'occasion. Pourquoi le secret? On aura l'occasion de revenir. On aura l'occasion. Il y a le huis clos que vous venez de défendre. Non, ça c'est... Estelle Youssoupha, Ahmed il n'y a pas de sujet pour le huis clos, c'est tous les sujets. Estelle Youssoupha, Ahmed Atoumani Touchna, on aura l'occasion de revenir une autre fois pour le volet coopération régionale. Alors, on a fait 1h10, j'ai demandé et j'ai obtenu tacitement 5 minutes de plus. On va aller rapidement. Et pour la conclusion, on commence avec vous, Estelle Youssoupha, en quelques secondes pour qu'on puisse rendre l'antenne correctement. Nous, ce qu'on veut, c'est que s'il doit absolument y avoir une évolution institutionnelle, elle doit se faire avec à l'esprit la bonne gouvernance, la transparence, laisser à Mayotte les moyens d'exercer ses compétences. Ça veut dire revoir complètement cette question d'une enveloppe de 90 millions d'euros. Ça veut dire créer une société d'économie mixte pour le port. Ça veut dire avoir plus d'ambition et de clarté, de pédagogie sur les nouvelles compétences de ce département région. Merci. Zaïdou Babana. J'aimerais que la population comprenne qu'il n'y a aucun danger véritable sur cette affaire. Le danger résidait dans la mise en place de l'article 74 pour Mayotte, ce qui n'est pas fait. Nous sommes dans l'article 73. Nous demeurons dans la République, avec le statut qui est le nôtre, département et région. Ce que je souhaite, c'est faire comprendre aux élus maintenant du conseil départemental et d'autres parlementaires qu'il n'est pas nécessaire, dans le cadre de toilettage institutionnel, de changer le mode de scrutin. La proportionnelle a ce risque de permettre à la collectivité de devenir complètement ingouvernable. Merci beaucoup. Ahmed Atoumani Touchna. Je pense entendre les propos des uns et des autres et je conçois parfaitement qu'il y a un loupé dans la manœuvre, dans la mise en place, dans l'introduction de cette proposition de loi, qu'il n'y a pas eu suffisamment de concertation par rapport à l'ensemble des citoyens.
je crois qu'il n'est pas trop tard. Sauf que je constate que quand les gens sont invités, il n'y a pas beaucoup de monde qui se précipite vers le conseil départemental. Deuxième chose, encore une fois, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y avait un danger. Je ne vois pas du tout d'inconvénient. Et je crois que ça va dans le droit fil de ce qui nous avait été donné en 2009 et qu'il faut continuer à parachever ce statut. Il faut écrire, coucher par écrit ce qui est nécessaire parce que l'expérience nous a montré que quand ce n'est pas fait, il y a toujours une façon de biaiser au niveau de l'État. Merci beaucoup. Ahmed Bouanaïdi. Oui, moi je pense tout simplement qu'il n'y a pas nécessité de faire une autre loi. Moi je pense qu'après la consultation de 2009, tout était dit. Si jamais, en fait, je pense tout simplement que cette nouvelle proposition de loi, c'est une manière que la France puisse mettre des choses qui ont été oubliées dans les lois précédentes. En fait, moi je pense qu'il y a des choses qui ont été oubliées, c'est l'occasion de le mettre en place. Parce que rien ne nous empêche, avec les lois actuelles, d'augmenter le nombre de conseillers départementaux. Rien ne nous empêche. Ça a été fait dans le passé, avec les lois actuelles. Rien ne nous empêche de réclamer la dotation de rattrapage, parce que nous avons les conclusions de la Cour des comptes. En fait, on a des bases pour pouvoir travailler davantage. Il y a même l'article 72.2 qui dit qu'on peut demander à l'État d'assumer ses responsabilités en matière financière. Donc, financière. on est en train de faire une loi, en fait, de faire une proposition de loi qui permettrait à nos parlementaires, en fait aux parlementaires, d'introduire des choses qu'ils ont oubliées précédemment, et compte tenu de l'évolution de la société, ou bien de l'évolution tout court, de pouvoir mettre tout ça en place. Et je dis, encore une fois, que le fait que ça vient d'un parlementaire mahorais, c'est encore plus grave de se retrouver dans une situation de débat actuellement, alors que ça devait être fait avant le dépôt de la proposition. Merci beaucoup. Je rappelle juste la question qui a été posée le 29 mars 2009. Approuvez-vous la transformation de Mayotte en une collectivité unique appelée département-région, régie par l'article 73 de la Constitution? Merci beaucoup Estelle Youssoufa, merci Zaïdou Bamana, merci Amida Toumani Douchna, merci Ibrahim Bouanaïri, merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée sur Mayotte la première et à très bientôt.